mon tour d'accueillir, outre Lénio Cacléa et Boris Charmatz, qui ont déjà été cités, Laura Capel. Laura Capel, donc, qui a dirigé cet ouvrage qui est un peu au cœur de notre rencontre ce soir, cette nouvelle histoire de la danse. Voilà, elle l'a dirigé, elle en a rédigé un chapitre, elle en a traduit d'autres, et elle a surtout réuni un certain nombre de collaborateurs en fonction de leur spécialité. Et parmi ceux-ci, nous trouvons Patrick Germain-Thomas, sociologue de la danse. Il a publié un texte assez important sur la sociologie et l'histoire des institutions chorégraphiques nationales, voilà, qui est en fait un livre repère auquel on est très nombreux à se référer. Il est éditeur également par ailleurs. Et Lara, j'ai oublié de dire que outre la direction de cet ouvrage, elle est également sociologue et journaliste pour la presse anglophone et américaine, correspondante à Paris, donc pour couvrir, entre autres, l'actualité chorégraphique. Alors, ces présentations étant faites, eh bien, on commence par parler de ce projet, ce livre qui s'appelle « Nouvelle histoire de la danse en Occident, de la préhistoire à nos jours ». Donc, tout est là pour ce qui concerne l'Occident, seulement. On a essayé d'être ambitieux. Oui, voilà. Non, mais très, très généreusement, il est dit que ça reste à faire pour ce qui ne concerne pas l'Occident. Non, commençons par nous intéresser à l'idée qu'il s'agit d'une nouvelle histoire de la danse, parce que effectivement, les historiens de formation n'ont jamais réalisé une histoire de la danse, ou en tout cas les histoires de la danse qui ont été réalisées n'ont pas été faites par des historiens de formation. La dernière histoire de la danse qui a été réalisée, c'est celle de Paul Boursier, qui a été publiée en 1978. Donc, vous voyez, ça remonte un peu. Il est évident que depuis cette époque-là, l'épistémologie des sciences humaines et de l'histoire a changé, a évolué. Donc, il était absolument nécessaire de refaire cette histoire de la danse, d'en faire une nouvelle, en tout cas. Et je vais laisser Laura nous parler de la genèse de ce projet. Hein. Alors, merci. Bon, peut-être compléter ce qu'il a rendu nécessaire et puis aussi comment il s'est organisé. Merci beaucoup François et bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour venir parler d'histoire de la danse. Effectivement, comme tu l'as dit, le dernier livre de référence à avoir été élaboré en France, c'était celui de Paul Boursier, et c'était déjà aux éditions du Seuil. Donc en fait, la raison pour laquelle on l'a appelé « Nouvelle histoire de la danse en Occident », d'une part, il prenait la suite de ce livre de Paul Boursier au Seuil, et par ailleurs, c'est aussi une tradition des éditions du Seuil d'avoir des nouvelles histoires. Il y a tout récemment une nouvelle histoire du Moyen-Âge qui est parue. Voilà, c'est juste une manière de mettre en valeur l'évolution de l'historiographie, les nouvelles recherches qui apparaissent entre-temps. Et ce projet, qui était donc un gros projet, est parti d'un constat vraiment très simple, dont je sais qu'il est partagé ici, qui est qu'il y a peu d'outils, notamment en édition, pour partager la culture et l'histoire de la danse, en fait. Imaginez que quand on dit... Donc la dernière édition de ce Paul Boursier, c'était 1992. Donc imaginez que pendant 25 ans, il n'y ait aucun livre général publié sur l'histoire de la musique. Enfin, ça semblerait un peu fou dans d'autres domaines, ou sur l'histoire des arts visuels. C'est un peu ce qui se passe avec la danse, en fait. Il y a très peu de choses qui sont publiées de manière générale. La danse a tendance à encore être un peu sous-considérée dans ce genre de domaine. Et ça pose de vrais problèmes à la suite, parce que pour avoir enseigné l'histoire de la danse, Patrick aussi le fait, et tous ceux qui l'ont fait partagent ce constat. Ce qui manquait aussi, c'était des outils en fait, à donner, ne serait-ce que d'introduction pour des étudiants qui, par exemple, abordent l'histoire de la danse. En sachant que, comme il y a peu de culture générale de la danse transmise au collège, au lycée, il faut aussi partir des bases dans certains cas, mais les donner de la manière la plus rigoureuse possible. Et donc, on a voulu élaborer ce livre pour, en fait, littéralement combler ce manque, en fait. Enfin, c'est-à-dire pour pouvoir donner un livre, que ce soit à des étudiants, à des jeunes intéressés par la danse, au public de la danse aussi, et dire, OK, voilà une première étape. Vous y trouverez des synthèses
qu'on veut vraiment rigoureuse et donc pas du tout simplifiée du point de vue des recherches qui y sont représentées, mais en même temps accessible pour faire un état des lieux qui va donc de la préhistoire à nos jours, c'est vraiment très large, mais qui, à chaque fois, pour chaque chapitre, chaque spécialiste de la période concernée a donné ensuite des pistes pour aller plus loin, c'est-à-dire des ouvrages plus précis, des ouvrages sur telle époque, même des articles de recherche pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin. On peut aussi simplement prendre les bases, le prendre en tant que tel. Ça a été notre travail. J'ai eu la joie de travailler pour ce projet avec 27 contributeurs et contributrices, parce que autant Paul Boursier avait réussi à faire ce travail magnifique tout seul, autant vraiment aujourd'hui la variété des recherches qui existent en histoire de la danse fait que si une personne devait le faire... il y en aurait pour 10 ans, 15 ans à consacrer à ça, et même dans ce cas-là, il y aurait sans doute encore des erreurs parce qu'on n'est pas toujours familier des périodes concernées, quel que soit le travail de fond qu'on essaie de faire dans ce domaine. Donc, j'ai demandé à 27 contributeurs et contributrices, internationaux aussi, il y a un certain nombre de chapitres que j'ai traduits de l'anglais, de nous donner l'essentiel sur leur domaine de spécialité. Voilà. Alors, ce qui justifie aussi l'appel à ces différents spécialistes, c'est que le sous-titre est un peu trompeur parce que de la préhistoire à nos jours, ça sous-entendrait qu'on aurait affaire ici à une chronologie qui nous serait racontée. Or, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Au contraire, il s'agit de montrer que chaque entrée, chaque âge de la danse, en fin de compte, est beaucoup plus complexe quand on y regarde de près que ce que l'on pourrait imaginer, parce que s'y mêlent des éléments qui puisent à des esthétiques qui renvoient à des périodes complètement différentes et hétérogènes de cette histoire de la danse. Et donc en fait, il y a une diversité historique, mais il y a une diversité esthétique dans chaque segment de cette histoire qui fait que la chronologie à elle seule ne suffit pas pour rendre compte de cette histoire. Et la question que je me posais, au-delà du fait que ça demande de mobiliser une diversité d'énergie et de créativité pour en rendre compte, c'est est-ce que si on lit de manière cursive cette nouvelle histoire de la danse, il y a encore une évidence du médium danse. Est-ce que je peux encore dire la danse? Est-ce tu que as le droit. Je peux le dire? Oui. Mais pourquoi? C'est intéressant parce qu'après, on a plutôt demandé donc à chaque auteur, à chaque autrice, de prendre le terme danse et la notion de danse pour ce qu'elle représente à son époque, ou en tout cas dans un contexte culturel précis. Parce que comme tu le disais, c'est pas purement chronologique. Il y a une évolution chronologique globale de l'ouvrage pour quand même passer de grandes époques, d'une grande époque à une autre. Mais ça se complexifie beaucoup, notamment au XXe siècle, où à partir de là, comme on a une explosion aussi des esthétiques, des mouvements, pour tracer parfois certaines trajectoires, il faut aller plus loin dans le siècle que se limiter aux années 20 ou aux années 30. Il faut aller chercher des filiations esthétiques beaucoup plus longues. Et de ce point de vue-là, je n'ai pas essayé en tout cas de leur imposer une définition de la danse. Ça m'aurait semblé contre-productif, en fait. Je pense que l'important, c'était que chacune puisse se dire qu'est-ce que ça veut dire pour tel contexte culturel, pour tel milieu, le fait de danser. Par exemple, au Moyen-Âge, où la danse est officiellement réprouvée par l'Église, il n'y a pas de danse professionnelle, reconnue, qui soit mise en valeur par les sources et les textes. Donc l'angle d'attaque qu'on va prendre est forcément totalement différent et va passer par la question de qu'est-ce que ça fait aussi à la danse de l'interdire, qu'est-ce que représente la danse symboliquement pour qu'on veuille l'interdire à une époque comme celle-là, et comment est-ce qu'elle persiste sous des formes populaires. Et ensuite, quand la danse se développe sur scène, quand la danse prend des formes professionnelles telles que progressivement nous on va les connaître, là évidemment, ce qu'on regroupe sous le terme danse est totalement différent. Et puis ensuite, on sort des scènes aussi, et on va dans la rue, et dans les musées, et dans beaucoup d'autres contextes différents. Tout ça, c'est de la danse. Et je pense qu'on a tout à droit de citer dans un livre d'histoire générale de la danse. On va dire que c'est une généralité qui se spécifie progressivement. Comme c'est beau. Ok. Alors, bon, si c'est pas une chronologie, c'est pas non plus une téléologie.
C'est-à-dire que, bah oui, heureusement, hein, mais enfin bon, on est bien d'accord qu'on n'a pas affaire ici à une histoire qui nous raconterait comment il y a un progrès qui s'est déroulé au fil des âges, au fil des styles, etc. D'autant plus que, là encore, il y a beaucoup d'esthétiques anciennes qui effectivement se maintiennent d'éléments d'esthétique ancienne qui se maintiennent dans les esthétiques contemporaines. Elles sont même parfois déjà anticipées. Et puis on sait qu'il y a en tout cas des motifs, des figures, des lieux de passage un peu nécessaires. On ne compte plus le nombre de chorégraphes qui ont estimé nécessaire de faire leur sacre, leur faune, leur lac des cygnes, etc. Autrement dit, et donc il y a quelque chose qui, puisque la temporalité n'est pas linéaire, c'est quand même ça pose une difficulté à qui veut faire le récit de ce qui s'est passé. Or, l'histoire, avant d'être explicative, interprétative, c'est aussi un récit. Et donc, comment a été pensé, parce que le livre fait intervenir de différentes manières un texte principal, puis qui repère, désencadré, etc., etc. Comment ça a été pensé de la stratégie pour essayer de faire en sorte que le récit puisse se faire en dépit de cette difficulté ? Oui, je reviens sur cette idée que l'histoire qu'on raconte n'est pas téléologique, c'est très important. Téléologique, pour préciser au cas où, c'est cette idée que, en gros, l'histoire progresserait serait de plus en plus, serait une espèce d'amélioration progressive vers des formes toujours plus contemporaines, toujours plus abouties, etc. Et ça correspond un peu à une évolution plus large de la pratique de l'histoire, en fait. C'est pas du tout spécifique à la danse. Bien sûr que les récits de l'histoire ont changé beaucoup ces dernières décennies. Et dans le champ de la danse, ça s'est traduit par une remise en question de l'idée que la danse, ce serait une suite aussi, à partir du moment où elle devient scénique, que ce serait une suite de grands artistes qui se suivent les uns après les autres, souvent des grands hommes, pour créer des œuvres toujours plus abouties, toujours plus contemporaines, ou qui viennent casser certaines barrières. Ce qui donne l'idée qu'il y aurait une succession on passerait du classique au moderne et du moderne au contemporain. Et cette idée-là, maintenant, est totalement dépassée par les chercheurs et les chercheuses qui pratiquent en fait le travail de la danse. Parce qu'on voit très bien aujourd'hui, à notre époque actuelle, à quel point tout ça coexiste, en fait. C'est-à-dire que comme ces idées-là, le classique, le contemporain, le moderne, sont aussi des techniques en danse, le classique, au sens de la technique classique, est pratiqué comme on pratique la technique moderne, la technique hip-hop, les techniques contemporaines qui sont multiples. Tout ça existe en même temps dans le champ historique de la danse. Donc à partir de là, on ne peut pas le penser de manière téléologique, il faut le penser autrement, il faut essayer de mettre en perspective cette pluralité de formes qui existe de plus en plus au fil des époques. C'est-à-dire, plus le champ s'ouvre, plus ces pratiques coexistent. Peu disparaissent finalement au XXe siècle. Des techniques classiques se maintiennent, les techniques modernes qui ont émergé dans l'entre-deux-guerres continuent à se perpétuer, parfois transformées, mais en tout cas à être enseignées. Tout ça fait que le champ fourmille d'une certaine manière et qu'il faut le représenter. Et je pense que c'est très riche aussi pour la pensée, en fait, parce que ça permet de complexifier ce qu'on voit de la danse et de penser une circularité aussi de ce qui se passe dans ce champ. Tu disais, tu parlais de ce qui est repris de l'histoire dans le champ de la danse aujourd'hui. C'est constant, même à d'autres époques. On revient par exemple à des images de l'Antiquité pour créer de nouvelles formes. Ensuite, on va faire appel, aujourd'hui, on va recréer des œuvres, par exemple, du XIXe siècle d'ailleurs, des œuvres de l'entre-deux-guerres, qui peuvent être aussi bien des œuvres très classiques, par exemple de Marius Petipa qu'on va remonter aujourd'hui, que des ballets considérés comme des ballets d'avant-garde de l'entre-deux-guerres, dont on va essayer de retrouver la modernité de l'époque. Et tout ça dialogue en fait sur les scènes actuelles. Si on n'a pas de perspective sur ces trajectoires au sein de l'histoire de la danse, c'est difficile de saisir comment la création contemporaine se positionne aussi. En fait, aujourd'hui, comment elle fonctionne, comment elle réutilise des motifs pour les transformer. Et penser ça, ça permet aussi de sortir de l'idée que chaque nouvel artiste crée quelque chose à partir de rien. Parce qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Très peu de gens, et c'est vraiment rarissime, et peut-être même personne, n'arrivent en se disant « je vais rompre avec tout ce qui s'est passé auparavant ». Souvent, ça, ce sont des mythologies d'artistes.
penser, c'est beaucoup plus complexe d'ailleurs, William Forsythe, le chorégraphe qui a fait l'avant-propos du livre, le dit très bien et de manière très concise. On ne peut pas penser la danse sans penser ce qui est venu avant nous, puisque les mouvements circulent de manière tellement facile. Reprendre un geste, c'est si facile. Ça ne demande même pas de parler la langue de la personne en question. Voilà. Eh bien, on va tout de suite demander évidemment à Boris de réagir sur cette question, parce que bon, le musée de la danse, c'est une idée que tu as eue. Je suppose que c'était aussi nourri de ces préoccupations-là, un peu, peut-être autrement, mais en tout cas nourri de ces préoccupations-là. Donc ce rapport à l'histoire, à la mémoire, la nécessité de l'histoire et de la mémoire. Tout d'abord, bonsoir. Je sors de répétition, alors Désolé. Je m'étais branché sur l'écoute, et alors Désolé de réveiller. J'ai essayé d'intervenir, mais j'étais pris par le flot des pensées, donc ça m'a amené dans plein d'endroits. Tu mais vas plus pouvoir somnoler, c'est plus possible. Oui, alors, c'est ce que dit Laura de l'histoire de la danse d'aujourd'hui. Finalement, le musée de la danse a quelque chose à faire avec l'idée qu'on... c'était un bon moment, c'était une nouvelle muséologie de la danse, en fait, ce qu'on faisait. Donc on a pendant 10 ans à Rennes, avec d'ailleurs Martina Hochmuth, qui est au bar, voilà. Elle doit boire un shot de vodka. Et aussi avec Lénio, puisqu'on a fait beaucoup de choses ensemble à Rennes. On avait envie de... Alors c'est venu aussi d'une manière un peu particulière, parce qu'on avait envie d'inventer un nouvel espace public avec la danse. Il y avait des écoles de danse, il y avait des théâtres dans lesquels on pouvait jouer, mais on avait envie de tiers espaces, en fait, de pousser d'autres types de portes. Et on s'est dit, pourquoi pas un musée de la danse, en ne sachant pas ce qu'on trouverait derrière. Un peu comme il y a une nouvelle histoire de la danse en Occident, on ouvre les pages, on dit qu'est-ce qu'on va trouver. Moi j'ai été éduqué avec le Paul Boursier, donc ça me parle vraiment, le fait de faire un nouvel ouvrage. Je vous remercie infiniment, parce que moi j'ai souffert des lectures de Paul Boursier. On était dans les années 80, 90, on lisait Paul Boursier à voix haute. C'était le cours d'histoire de la danse à l'opéra. On lisait Paul Boursier. Donc c'était élève François, allez-y, page 2, on écoutait. Et puis après, quand on s'endormait, page 3, on continue. Alors on lisait le Paul Boursier, et c'était terrible, parce que ça a été écrit en 78, mais en fait c'est une histoire qui datait. Moi, on était plein de la postmodernité, plein de tout ce qui se passait en France, et ça n'existait pas, bien sûr, dans le livre, on ne peut pas lui reprocher. Donc c'est vraiment, il y avait une nécessité. Et le musée de la danse, pardon, je fais des détours, c'était un peu de se dire comment est-ce que la danse est souvent invitée dans les musées, déjà au moment où on fonde ce projet, mais on disait, mais est-ce que si la danse s'empare de la question muséologique, de se dire qu'est-ce que c'est la muséologie dans le champ de la danse, qu'est-ce que c'est une collection, qu'est-ce que c'est une exposition liée à la danse, qu'est-ce que c'est un espace qui n'est pas un théâtre, qui n'est pas une école de danse, mais qui se visite. Et on croit qu'on va visiter la danse, mais peut-être c'est la danse qui va nous visiter. Et à partir de là, c'était un peu une boîte de Pandore. On a travaillé avec des artistes, avec beaucoup de danseurs, pour dire ce serait quoi pour toi, pour vous, un musée de la danse, quel genre d'exposition on ferait. Et on était souvent invités, encore aujourd'hui, dans des musées, et beaucoup d'artistes chorégraphiques ont essayé de se caler dans le champ des musées, avec des horaires d'ouverture, avec une collectionnabilité des œuvres qui se cadrait sur le champ des arts visuels. Mais nous, on voulait inventer un musée de la danse. Donc, trouver nos propres règles, notre propre cadre, notre propre rapport à l'histoire aussi. Et c'est là où il y a de l'histoire et de la mémoire dans le projet musée de la danse. Pas seulement parce qu'on inventait un musée de la danse, donc on partait de zéro d'une certaine manière, mais on a beaucoup fait appel aux danseurs, au corps des danseurs, pour se dire... Qu'est-ce qu'il y a dans le corps de Frank Willens? On l'invite parce qu'il travaille avec Tino Segal, parce qu'il a travaillé avec Meg Stuart, mais dans son corps, il y a aussi un solo fait à Las Vegas à partir de Notre-Dame de Paris, et puis il y a aussi autre chose, et il y a beaucoup de fantasmes. Et en fait, dans le corps du danseur, il y a une archéologie à faire, il y a des archives vivantes, et au fond, on a trouvé beaucoup d'histoires et de mémoires dans le corps des danseurs eux-mêmes. Et ça partait aussi du fait que quand on remonte du Trisha Brown, quand on remonte du Pina Bausch aujourd'hui, on fait beaucoup appel aux danseurs, pas seulement parce qu'il y a des notations, il y a des vidéos, il y a des souvenirs, il y a plein de choses qui documentent, qui font une histoire des pièces existantes, mais
en danse, il y a une spécificité comme ça de la transmission, on dit orale, mais en fait, qui est une transmission physique, parce que les danseurs se souviennent pas seulement du geste à faire, mais de comment il est né, de pourquoi, de ce qu'on aimait dans ce geste, de ce qu'il nous signifiait. Et à partir de là, il y a quelque chose de très vivant dans le fait de fabriquer du répertoire, de travailler sur l'histoire en danse. Et c'est vrai que je fais partie d'une génération, Lénio est beaucoup plus jeune que moi, mais j'ai envie de dire, on fait partie quand même d'une sorte de famille d'artistes où, au lieu de se dire on invente l'eau tiède à chaque fois qu'on bouge, on fait partie d'une culture, qu'on le veuille ou non. Il y a à déconstruire nos propres codes, on croit qu'on est des artistes inventifs, mais on l'est peut-être pas tant que ça. Et moi, j'ai eu le sentiment très tôt de ne pas arriver à inventer. Si on me disait vas-y, crée du nouveau, ça marchait pas, j'y arrivais pas. Et au fond, c'est en faisant un travail d'introspection, d'archéologie, vraiment de culture, que j'ai eu l'impression de me mettre à inventer. Donc en fermant les yeux, en faisant un travail de mémoire de sensations, mémoire de choses vues, de choses entreaperçues, de choses apprises, de choses mal apprises, de mémoire aussi de gestes qu'on aimerait oublier mais qui reviennent. Et c'est comme ça que j'ai eu l'impression que je pouvais faire un travail qui m'importait ou qui peut-être même générait du nouveau, alors qu'en fait, il était imprégné d'histoire, de mémoire, de culture, de choses comme ça. Donc, qu'il n'y avait pas une opposition franche entre le fait d'improviser et le fait de faire de l'histoire ou de s'intéresser à l'histoire. Et au fond, parce que quand on improvise, on imagine que c'est l'opposé de l'histoire. On va faire, on ne sait pas ce qui va se passer. Je vais renverser une bouteille d'eau, je vais secouer la chaise, je vais me lever, je vais sauter, je vais me faire mal, je vais me faire une entorse. Ce n'était pas prévu. Mais en fait, quand on improvise, très très vite, au bout de 2 heures d'improvisation, on se rend compte qu'on fait toujours la même chose. Parce que en fait, je renverse toujours la bouteille d'eau, j'ai toujours envie de sauter de la table et j'ai toujours envie de secouer les meubles. Donc en fait, on croit que l'improvisation, ça va être un nouveau monde, et en fait, on se déplace avec des grosses valises. Et au fond, autant regarder ce qu'il y a dans les valises plutôt que de nier le fait qu'il y ait ces valises culturelles, historiques. Et donc, je crois que ça a généré, depuis les années 90, on pourrait dire, en Europe, et c'est aussi un sentiment européen qui a travaillé beaucoup d'artistes, de fait qu'on faisait de la danse contemporaine, mais c'était de la danse qui avait un rapport à l'histoire, qui allait apprendre de l'histoire, et c'était aussi intergénérationnel parce qu'on a eu la chance, et j'ai eu la chance de commencer mon travail très tôt, parce que j'ai été professionnel à 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, mais je pouvais improviser avec des Steve Paxton, avec des Simone Forti, des gens qui étaient, je sais pas, qui avaient, je ne vais pas dire de bêtises, 30 ans de plus que moi, qui étaient déjà dans les livres d'histoire, mais dont je pouvais prendre le t-shirt, dont on pouvait improviser ensemble. Et du coup, il y avait une possibilité de faire des courts-circuits historiques à une époque donnée, parce qu'on a eu la chance d'avoir des danseurs, des artistes qui ont dansé très longtemps. Voilà, tout ça fait que je me suis beaucoup intéressé à l'histoire, même si je ne suis pas du tout historien, je suis encore moins sociologue, mais ça a été très important, notamment dans ma pratique. Le premier livre que j'ai fait était avec une historienne de la danse, Isabelle Launay. Ça a été très important pour moi de dialoguer avec elle. Et au fond, et récemment, j'ai fait un projet qui s'appelle La Ruée à partir de l'histoire mondiale de la France, qui est un projet différent, mais qui est aussi un projet collectif sur l'histoire de la France, cette fois-ci, coordonné par Patrick Boucheron. Et d'une certaine manière, l'histoire m'a permis d'inventer des choses que je n'aurais jamais inventées si je n'avais pas été en contact avec des historiens. Donc je vous remercie. J'ai été très bavard et j'ai parlé de plein de choses différentes. J'espère que ça va. Très bien. Lénio, justement, alors là en particulier, bon, on en parlera tout à l'heure, enfin peu importe de l'ordre, on peut peut-être déjà commencer à parler de cette pièce que tu vas présenter là demain, ici, qui, voilà, elle s'empare de l'histoire aussi. Alors d'une autre manière. Peut-être dire d'abord 2-3 trucs pour me situer vis-à-vis de cette question de l'histoire. Donc déjà, je viens d'un pays, donc la Grèce, qui a dû s'inventer une histoire il y a 200 ans pour exister en tant que pays, pour faire gagner l'opinion publique européenne et pouvoir gagner une guerre contre les Ottomans. Donc je viens d'un pays où la question de l'histoire est une question très contemporaine, très débattue, et qui est très présente dans la vie quotidienne, je pense, de gens qui étaient des Grecs. Et une deuxième chose, c'est qu'en tant que danseuse,
J'ai été au Conservatoire national d'Athènes. J'ai eu la chance où j'ai travaillé dans un cadre où le répertoire était la partie peut-être la plus importante de l'enseignement. Ça veut dire qu'il y avait effectivement beaucoup de cours techniques, mais il y avait aussi beaucoup de répertoire. Ça veut dire un contact physique quotidien et intime avec des œuvres qui ont été créées par d'autres chorégraphes. Et en arrivant en France plus tard, et en travaillant avec Boris au sein du Musée de la Danse, j'ai eu l'occasion de travailler dans des projets curatoriaux menés par le Musée de la Danse qui posaient cette question de l'histoire, du répertoire et de l'exposition du geste, des gestes, de l'exposition des gestes d'une manière qui m'intéressait beaucoup. Donc la question de l'histoire, elle est incontournable dans mon cas, en tout cas en tant qu'artiste. Et à travers ces différentes expériences, en tant que danseuse, en tant que femme, j'ai commencé à remarquer comment le travail d'incorporer des gestes, déjà écrits par des chorégraphes ou qui font déjà partie d'un répertoire, est un processus qui construit l'individu, qui nous construit en tant que personne, pas seulement en tant que danseur et danseuse. Et donc, ce processus d'incorporer des gestes d'alors est un processus très riche et qui m'a beaucoup nourrie en tant qu'artiste. Une autre chose qui m'a beaucoup marquée comme jeune artiste, c'était que j'avais beaucoup de curiosité dans comment les pièces que je dansais, les pièces de répertoire, pourquoi elles étaient, pourquoi les choix qui ont été faits ont été faits. Et donc, par une simple curiosité, ça m'intéressait toujours de chercher, de lire sur le contexte sociopolitique et historique qui faisait que les pièces qu'on connaît sont les pièces qu'on connaît. Et le sont devenues plus tard par d'autres processus. Donc tout ça pour... J'essaie d'avoir le même flow que Boris, même si c'est beaucoup plus clair. Moi, je te comprends bien. Je ne me comprends pas toujours, mais là, je te comprends très bien. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a la question de l'histoire, comment dire, la manière dont on regarde et on s'associe avec l'histoire et les histoires nous construit. Et donc, pour revenir à ta question, demain, je présente une pièce qui s'appelle Sonate interlude, qui porte un titre que je n'ai pas inventé. C'est le titre d'une musique, d'une composition que John Cage a donnée à une pièce qu'il a écrite en 1946, pour donc piano préparé. Et cette pièce était au début une commande de la part du Centre national de la danse de Pantin, que je voulais refuser. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas refusée, c'est justement parce qu'un détail historique, auprès de mes recherches, m'a permis de comprendre qu'il y a quelque chose dans cette pièce qu'il faut révéler. Voilà. On n'en dira pas plus. Wow. Si vous voulez savoir quoi, venez demain. Un suspense. Ouais. Elle nous en a rien dit. Hein. C'est pas comme si nous on savait et vous non, on sait pas. Alors, pour essayer de voir ici dans le livre comment les stratégies pour quand même faire histoire, pour écrire cette histoire, cette nouvelle histoire, en dépit de toutes les difficultés qu'on a signalées, on va examiner donc peut-être 2 chapitres plus précisément de ce livre, le tien d'abord, hein, et puis celui de Patrick ensuite. Alors, Laura, tu as rédigé le chapitre qui s'intitule « Être classique au XXIe siècle, une identité paradoxale ». Et c'est un chapitre qui est consacré aux compagnies de ballet classiques qui, aujourd'hui encore, sont quelque part se retrouvent à devoir assumer à la fois l'entretien d'un répertoire qui est déjà constitué, et en même temps assurer aussi des créations.
Et tout cela, évidemment, ça ouvre peut-être à une hybridité particulière, en définitive, entre des esthétiques, des hybridités esthétiques entre justement les apports des chorégraphes modernes, on va dire, des chorégraphes modernes, des chorégraphes contemporains quand même, et le répertoire classique. Et donc la question, c'est de savoir être classique au XXIe siècle, ça revient à classiser qui est classicisé, comment, quoi, dans quel sens. Est-ce que... Je vais contextualiser d'abord mon chapitre, parce qu'effectivement c'était l'objet de ma thèse en fait. J'ai fait un travail de terrain auprès de 4 grandes compagnies classiques de répertoire, à savoir le Ballet de l'Opéra de Paris, le Bolchoï à Moscou, l'English National Ballet qui est à Londres et le New York City Ballet, la compagnie fondée par Georges Balanchine à New York, comme le nom l'indique. Et effectivement, rien que ça. Et je voulais rebondir sur ce que disait Boris Eleniaux, parce que pour le coup, les compagnies classiques, c'est vraiment un cas d'école pour voir cette espèce de sédimentation du répertoire dans les corps et de tout cet apprentissage qui est remis en jeu au quotidien par des gens qui sont ensemble, qui dansent un répertoire toutes les saisons ensemble, c'est-à-dire qui reprennent à la fois tout un répertoire historique, puisque ces grandes compagnies continuent à danser sous des formes variables des ballets qui remontent jusqu'au XIXe siècle. Donc, par exemple, ceux que vous connaissez, le Lac des Cygnes, Gisèle, la Sylphide, Casse-Noisette, etc. Des œuvres du XXe siècle aussi, mais ces compagnies ont aussi une mission de création, qui représente en fait une part relativement mineure de leur production totale, malgré le fait que c'est très mis en avant, parce que c'est très valorisant de faire de la création, mais c'est quelque chose comme 10% en gros, en moyenne, de la production de ces compagnies. Donc on a un cas de compagnie où la majeure partie du temps de travail est consacrée à danser un répertoire existant. Et ce répertoire, il est dans les corps, en fait, comme ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ressort aussi pendant la création. Quand on crée dans une compagnie comme celle-là, on crée avec des danseurs qui ont des horizons immenses dans leur corps, c'est-à-dire dont on peut faire ressortir beaucoup de choses aussi selon leur expérience, selon le travail qu'ils ont effectué au fil des années. Et donc pour revenir à ta question sur la classicisation, j'ai vraiment pris le terme classique. Encore une fois, je reviens sur le fait que c'est une technique qui s'apprend et qu'il y a une confusion toujours entre cette technique et le classicisme au sens de mouvement esthétique. Ouais. Ce qui pose quelques problèmes, puisque du coup, ça veut dire que les artistes classiques sont souvent renvoyés dans beaucoup de sociétés au passé, à quelque chose de poussiéreux. Donc voilà, des artistes classiques, y compris des danseurs qui font partie des institutions les plus prestigieuses comme l'Opéra de Paris, vont se défendre régulièrement, aussi parce qu'on leur pose la question de « mais non, je ne suis pas, ce que je fais n'est pas poussiéreux, je suis aussi contemporain ». Le terme contemporain revient toujours, pour montrer qu'on est dans son époque. Alors que ce qui les a formés, c'est une technique. Et donc il y a cette tension constante dans les compagnies classiques entre maintenir et faire avancer, faire progresser n'est pas le bon terme, mais en tout cas continuer à faire évoluer la technique qui est enseignée dans les écoles de danse qui forment ces danseurs, et en même temps introduire d'autres formes techniques, puisque ces compagnies sont ouvertes à des chorégraphes contemporains, à des chorégraphes modernes, à des chorégraphes de hip-hop. Il y a beaucoup de monde qui passe par ces compagnies. Pour ce qui est de la classicisation, donc, une théorie possible est que finalement, ces échanges ne sont pas du tout à sens unique. On a l'impression que les artistes contemporains viennent seulement contemporanéiser les artistes classiques, c'est-à-dire leur donner cette idée, cette image d'être dans leur époque. Mais en réalité, ceux qui restent longtemps dans ces compagnies, qui travaillent beaucoup avec ces compagnies, en retour apprennent de cette immensité de savoir que recèlent les danseurs classiques, que recèlent ces compagnies,
et donc, dans certains cas, sont un petit peu classicisés par le processus. Comme certains l'ont vécu, je pense à Angelin Préjocage, qui a beaucoup travaillé avec des compagnies classiques, Sidi Larbi Cherkaoui, qui en est arrivé à diriger le Ballet Royal de Flandre aujourd'hui, en venant d'une danse très contemporaine à l'origine. Bref, il y a des choses à penser là qui sortent de ces clichés sur ce qu'est le classique et ce qu'est le contemporain, sur l'idée que l'un c'est le passé et l'autre c'est le présent. C'est pas le cas, ils coexistent, et donc il faut les penser plus subtilement que ça, à mon avis. Ouais. Je pense au ballet de Lorraine aussi. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Très bien. Alors, cher Patrick, toi, tu t'es occupé du dernier chapitre du livre, qui a pour titre, je ne devrais pas faire d'impair, Le contemporain, : un questionnement pour la danse. Et dans ce chapitre, il y a une typologie qui est, en sociologue, tu fais une typologie au départ qui rappelle et qui pose le cadre de tout cela. Et puis ensuite, tu énonces de manière quasi, c'est impressionnant, je dirais d'exhaustivité, la manière dont tu embrasses ce qui est fait, ce qui a été produit, ce qui a existé sous cette appellation de danse contemporaine, mais qui nous met en face, en définitive, d'un usage très 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 relatif, d'une forme de relativisme du contemporain. Et je voulais, la première question que je vais poser pour qu'on commence à en parler, peut-être c'est celle-ci. Est-ce que ce relativisme est indépassable? Est-ce qu'il est vraiment indépassable? Je comprends pourquoi il devrait l'être. Ce serait plutôt rassurant qu'on reste relativiste à l'égard de ce qui est contemporain, peut-être. Mais est-ce que, quand même, c'est indépassable? Ou est-ce qu'il y a moyen de penser le contemporain, puisque tu dis un questionnement pour la danse Oui, alors le terme de relativisme, je comprends bien le sens dans lequel tu l'emploies. Je ne suis pas certain que ce soit l'esprit dans lequel j'ai proposé ces questionnements à propos de la notion de contemporain. Alors je ne sais pas, peut-être on va retrouver ce mot de relativisme, mais je voudrais, comme Laura, contextualiser ce travail. J'ai abordé la notion de contemporain à partir des termes de danse contemporaine, et à partir d'un travail que j'ai commencé par conduire dans une démarche sociologique qui consistait, pour ma thèse et puis pour la suite de mes travaux de recherche, à essayer de comprendre la politique qui a été conduite en France dans le domaine de la danse contemporaine et les conséquences de cette politique sur l'activité artistique. C'est pour ça que je suis très heureux d'avoir la chance d'en parler avec des artistes. Parce que ce mot de danse contemporaine, il a été employé dans les années 1970, qui est la période de l'initiation en France à proprement parler d'une politique qui se définit comme une politique de la danse contemporaine. Et c'est un ministre à l'époque qui s'appelle Michel Guy, qui en outre était, avant d'être secrétaire d'État à la culture, il avait créé le Festival d'automne en 1972. C'était un homme qui était passionné d'art contemporain américain, très très connaisseur de danse américaine. Donc d'une certaine façon, pour lui, la notion de danse contemporaine n'était pas relative. Pour lui, la danse contemporaine, c'était la danse américaine, c'était la modern dance américaine. Donc là, il n'y avait pas une définition relative. Là où je suis très heureux d'avoir pu travailler sur ce chapitre, parce que constamment au cours de mes travaux de recherche sur la politique de danse contemporaine, je me suis heurté à ce terme de danse contemporaine. D'ailleurs, je pense que le point de vue des artistes sur ce sujet est absolument important, d'autant plus que la question que peut se poser un universitaire, un sociologue, un historien ou un acteur politique, ou un programmateur ou un critique sur ces termes de danse contemporaine ou classique ou néoclassique n'est pas du tout la même question que peut se poser un artiste, parce que les artistes ne se posent pas nécessairement des questions en ces termes-là et n'ont pas nécessairement le même rapport aux intitulés. Mais ce que j'ai voulu dire par cette notion de questionnement, c'est qu'en fait, j'ai tourné autour de ce problème, de ce mot de danse contemporaine, en m'apercevant c'était presque un piège de chercher à le définir. Dans la mesure où c'est un mot qui, là, c'est relatif dans le temps, d'une certaine façon. Parce que le terme de danse contemporaine, dans l'esprit de Michel Guy,
en 1970, quand il crée le Festival d'automne et qu'il connaît bien et qu'il prospecte aux États-Unis les compagnies de la modern dance, n'est pas du tout le même que celui que peuvent avoir aujourd'hui à l'esprit les acteurs de l'administration culturelle ou des programmateurs de théâtre ou du Festival d'automne quand ils ont à l'esprit le mot contemporain. Et puis, alors dans le temps, dans l'espace, dans un pays ou dans un autre pays, selon les lieux géographiques, ce terme peut aussi évoluer. Et puis, alors pour être très clair dans le temps, si l'on se réfère à des textes écrits à l'époque où Maurice Béjart présentait des pièces devant un public très nombreux au Festival d'Avignon, c'était un chorégraphe qui était défini comme un chorégraphe contemporain. Serge Liffard, qui a dirigé pendant 30 ans le Ballet de l'Opéra de Paris, se définissait dans les années 1940-1950 comme un chorégraphe contemporain. Donc, il ne s'agit pas, pour moi, l'idée, ça a été d'essayer de trouver une façon de pouvoir aborder ce terme, caractériser ce terme de danse contemporaine sans le circonscrire dans une définition figée, parce que toute définition figée, nécessairement, serait d'une certaine façon, serait presque un contresens sur le plan artistique. Donc la solution que j'ai adoptée, c'est de reprendre et de tenter. Alors là, je fais une toute petite parenthèse sur un terme sociologique qu'utilisent des sociologues lorsqu'ils abordent des phénomènes qui se déploient sur une histoire longue. Et ce terme de danse contemporaine, alors dans les débats, on peut le situer à des périodes différentes, mais en tout cas, c'est une histoire longue. Eh bien, il y a un sociologue allemand qui est un sociologue très, très célèbre, l'un des pères fondateurs de la sociologie, Max Weber, qui a créé un outil qui s'appelle un idéal type. C'est-à-dire, c'est une façon, par rapport à des phénomènes qu'on observe et qu'on étudie sur une longue durée, non pas de les circonscrire dans une définition, mais d'essayer de mettre le projecteur, de mettre la lumière sur un certain nombre de leurs caractéristiques saillantes et de prendre la responsabilité, que je prends en tant qu'auteur de ce chapitre, et là c'est pas relatif, prendre la responsabilité de mettre l'éclairage en disant ce sont des questionnements importants. Et donc j'ai voulu aborder cette notion de contemporain en danse, donc par rapport à la notion de création chorégraphique contemporaine, à partir de 4 grands champs de questionnement. Donc je peux peut-être... Alors rapidement, puis naturellement après pour y revenir et voir de quelle façon ils peuvent se développer. C'est-à-dire que plutôt que de dire, voilà, la danse contemporaine c'est ça, ou la création chorégraphique contemporaine c'est cela, ce qui reviendrait, pour un sociologue, ça serait une démarche qui ne serait pas sociologique, parce que ça reviendrait à s'inscrire dans les controverses esthétiques. Or, justement, la position d'un travail sociologique, c'est de prendre de la distance, et donc plutôt d'observer la façon dont ces questionnements font l'objet de débats et se déploient dans les débats. Donc, j'ai mis la lumière, j'ai voulu mettre le projecteur sur 4 grands champs de questionnement. Le premier rejoint un peu les questions que vient d'aborder Laura. C'est la question du rapport au vocabulaire. Ça, c'est un questionnement sur lequel je considère que de nombreuses démarches artistiques qui peuvent, à une époque et dans un lieu donné, prendre l'appellation de contemporain, finalement comprennent un questionnement de cette nature-là, un questionnement sur les vocabulaires, un questionnement sur les codes. Alors, cela peut venir en France. C'est vrai que historiquement, la danse contemporaine s'est développée en relation et en rapport à la danse classique et fortement portée par des danseurs parfois dissidents du monde de la danse classique. Mais ça pourrait se poser par rapport à d'autres domaines. Ça pourrait se poser par rapport à la danse hip-hop. On pourrait dire que d'une certaine façon, il y a des démarches en danse hip-hop ou en danse africaine ou en danse flamenco qui sont contemporaines dans le sens où elles interrogent les codes, où elles interrogent les vocabulaires. Donc là, c'est un premier champ de questionnement que j'inclus dans cette approche, disons, du contemporain. Le deuxième, c'est le rapport aux frontières.
qui me semble, là aussi, quand on pose cette question du contemporain, en danse et peut-être aussi dans d'autres domaines, il y a un travail très spécifique et un questionnement très spécifique sur, disons, une mise en question des frontières. Alors les frontières géographiques, bien sûr, parce que les échanges sont innombrables entre des artistes français, des artistes d'autres continents, d'autres pays. Les échanges sont très nombreux, très riches, très passionnants, et ils reviennent aussi à ces questions de rapport au code, parce que quand on travaille avec des chorégraphes africains ou quand on travaille avec des chorégraphes de la danse indienne, il y a ce travail sur le vocabulaire, sur le code. Mais ce questionnement sur les frontières et cette mise en question des frontières dépasse la seule question des frontières géographiques, dans le sens où il y a également un questionnement qui porte sur les frontières entre les arts. Le contemporain, on peut dire d'une certaine façon que c'est vrai de la danse historiquement à d'autres époques et de danses qui n'ont pas toujours porté le qualificatif de contemporain. Mais des artistes, puisque c'était l'objet de ce chapitre de parler d'une certaine actualité en danse, ici, je me suis appuyé beaucoup sur le travail de François Frimat, qui a écrit un livre « Qu'est-ce que la danse contemporaine ?» et qui disait le contemporain n'est pas l'actuel, le contemporain est l'actuel lorsqu'il est problématisé. Donc, ce qui est problématisé ici, c'est le rapport au code, le rapport aux frontières. Donc, frontières entre les arts, frontières entre la musique et la danse. On a parlé de John Cage, par exemple. Frontières entre la danse et le texte. Frontières entre la danse et le cirque. Cette mise en question, ce travail sur un fil, on pourrait dire, entre les domaines artistiques. Donc là, il y a une composante très forte de, j'allais dire, une approche qui souvent a porté ce nom de contemporain, en tout cas dans les 20 dernières années, et puis certainement encore avant, tout au long du XXe siècle. Troisième champ de questionnement important, c'est la question du rapport au public. Et plus généralement, on pourrait dire du rapport à la société. Lénia, par exemple, fait un travail où elle travaille sur l'artisanat. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une collecte et donc un ancrage sur le social. Boris a fait un travail à Rennes, les Fous de danse, où il y avait vraiment une prise sur le public de la ville. Donc il y a un rapport, il y a un engagement, il y a une recherche, il y a un questionnement de l'artiste sur son rôle social et sur son rapport au public. Et dans le rapport aussi, la question des frontières que j'abordais précédemment, j'ai parlé de la musique, j'ai parlé du théâtre, j'ai parlé du texte, du cirque, mais on pourrait aussi parler des arts plastiques. On pourrait parler du rapport entre la danse et l'art contemporain en général, la danse et la performance. Et là aussi, la question de cette frontière, justement, qui est questionnée entre danse et performance, eh bien, ça introduit un questionnement aussi sur le rapport au public. Et donc là aussi, c'est un champ très important avec des travaux chorégraphiques qui se déploient hors du rapport classique à un public sur une scène. Boris travaille dans des musées, dans l'espace public. Donc là, il y a tout un champ d'exploration sur cette question du rapport au public et plus généralement du rapport à la société. Et enfin, dernier champ de questionnement, Boris et Lénia l'ont abordé largement, c'est la question du rapport à la mémoire. Et là, je vais me permettre, et je vais conclure là-dessus parce que je ne voudrais pas parler trop longtemps, je vais me permettre, bien que Boris m'ait demandé de lire la page 2, je vais lire une autre page d'un livre. Et c'est un livre d'un philosophe italien, Giorgio Agamben. C'est un extrait, c'est un article qu'on trouve sous le titre « Qu'est-ce que le contemporain ?» et qui, j'allais dire, fait très bien écho à ce qu'a évoqué Boris par rapport à cette inscription de l'histoire, cette forme d'institution de la danse dans le corps et dans le corps du danseur. Je me permets de lire quelques lignes de Giorgio Agamben. Cela signifie que le contemporain n'est pas seulement celui qui, en percevant l'obscurité du présent, en cerne l'inaccessible lumière, il est aussi celui qui, par la division et l'interpolation du temps, est en mesure de le transformer et de le mettre en relation avec d'autres temps, de lire l'histoire d'une manière inédite, de la citer en fonction d'une nécessité qui ne doit absolument rien à l'arbitraire, mais provient d'une exigence à laquelle il ne peut pas ne pas répondre. Donc il y a, comme le disait Boris, une sorte de nécessité pour le contemporain à éclairer d'une certaine façon et s'éclairer du passé. C'est-à-dire qu'il y a bien une théorie du contemporain qui est possible. En tout cas, celle que propose Agamben, c'est bien une théorie du contemporain et non pas une définition du contemporain qui se rapporterait
à une chronologie quelconque, ou à un style, ou à une esthétique quelconque. Alors, puisque nous allons quitter le versant théorique et revenir aux artistes sur ces questions-là. Bon, alors, on disait effectivement, effectivement, que je suppose que dans la pratique, dans la création, dans le travail artistique, cette distinction classique contemporain, elle n'intervient certainement pas de manière comme une préoccupation première, majeure. Bon, néanmoins, concernant le contemporain, tous les deux, vous avez une carrière qui fait que vous avez écrit des pièces, vous les avez montrées dans un contexte, un contexte en tout cas, dans lequel on sait bien qu'il y a des attentes. Il y a des attentes de la part des professionnels, de la part du public, pour quelque part pouvoir valider quelque part que c'est bien de la danse contemporaine à laquelle on a affaire quand on va voir une pièce de Boris Charmatz ou de Lenio Caclea. Est-ce que cette réalité-là, en définitive, est-ce que elle pèse d'une manière ou d'une autre sur votre travail? Non, mais bon, il y a deux champs de questions. Qu'est-ce que le contemporain même si c'est lié à quel point c'est-à-dire que le contemporain, on peut l'aborder d'un point de vue esthétique, d'un point de vue théorique, d'un point de vue poétique. C'est vrai que c'est la question du classicisme, en fait, aussi. Moi, je m'identifie totalement au contemporain. Donc rupture, recherche de frontières différentes, repenser les codes, dépasser les codes, et en même temps, donc c'est un peu un idéal. Comme enfant, je voyais pas du ballet classique, je voyais les créations de Pina Bausch, de Merce Cunningham, comme enfant. Les films, j'ai vu mon premier Walt Disney à 35 ans, je voyais les films d'animation tchèque. À 14 ans, mes films favoris, c'était Théorème de Pasolini et Tarkovsky. Voilà. Donc je m'identifiais totalement au monde contemporain. Donc le ballet, le classicisme, c'est pas pour moi, c'est les méchants. J'étais de l'autre côté. Et puis j'étais enfant, je commence à faire de la danse. Et le prof le plus contemporain que j'ai jamais trouvé, c'était un prof de danse classique, 35 ans, c'était un virtuose classique, virtuose de la technique classique, virtuose de l'Opéra de Paris, puis ensuite à Bâle, etc. Rupture de tendon d'Achille, il décide d'être enseignant à 35 ans, et on se retrouve à être 20 garçons dans un cours de danse classique. Et en fait, c'était l'endroit peut-être le plus contemporain qu'on pouvait trouver à l'époque pour un garçon, pour faire de la danse. Et quand je vais à l'Opéra de Paris, parce que lui il venait de l'Opéra de Paris, donc je vais à l'Opéra de Paris, et je me rends compte qu'en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se joue. Il y a plusieurs sortes d'idéal classique, en fait. Avec lui, on riait, on parlait de kinésiologie, de sophrologie, d'ouverture, ça. Bon, à l'Opéra de Paris, c'était plutôt la compétition. Qui y arrive, qui n'y arrive pas. On était à un autre endroit. Et même la question de la culture était différente, parce qu'à l'Opéra de Paris, moi je suis resté 4 ans, et j'ai vu aucun ballet de l'Opéra de Paris. Parce que ce n'était pas nécessaire, en fait. Parce qu'on le verrait plus tard. Donc j'ai vu Zizi Jeanmaire, et j'ai vu une Générale de Béjart. Mais on n'allait pas voir les grands ballets classiques, parce qu'on aurait le temps, on serait au corps de ballet, on allait passer toute sa vie au corps de ballet, on aurait le temps de voir Lac des Cygnes plus tard. Donc c'est pour dire que c'est compliqué, parce que et on me dit souvent, mais puisque tu as été à l'opéra, tu as dû être en rupture après mais en fait, mon univers mental, c'était Pasolini ou Tarkovsky et je sais pas, et Pina Bausch et plein d'autres, et Cantor. Et donc, en quittant l'Opéra de Paris, j'ai pas eu l'impression de devoir tout d'un coup me saborder, quitter la technique classique pour autre chose, parce qu'en fait, peut-être que je l'avais jamais complètement intégré, cet idéal du ballet classique. Donc c'est pour dire que la question les questionnements sont complexes. Effectivement, Forsyth, moi je me souviens d'avoir vu Forsyth quand j'étais assez jeune. J'ai vu la première pièce pour le ballet Francfort qui s'appelait Impressing the Tsar, donc impressionner le tsar.
Et c'était une pièce qui impressionnait tout le monde. On était tous debout. Je l'ai vu à Grenoble, on était tous debout et les applaudissements duraient 45 minutes. Donc voilà, mais je me souviens très clairement, je me dis c'est très très bien ce qu'il fait, mais moi je ferais vraiment pas ça. C'est vraiment ça, c'est du ballet classique, mais alors poussé à ébullition, drogué avec je sais pas quelle drogue. C'est extraordinaire. C'est pas pour moi. Moi je suis un danseur contemporain. Moi les pointes jamais. Voilà. Et puis finalement. En faisant ce projet de musée de la danse, ça se complexifie parce que déjà, ce Forsyth, il a fait des installations plastiques extraordinaires. Notre petite association, qui s'appelait l'association Edna, on a fait venir les premières installations de Forsyth en France, notamment à Paris pour la Nuit Blanche. À l'époque, on disait, oui, mais Forsyth, c'est un grand chorégraphe de ballet. Il fait des installations, mais bon, c'est un hobby, on lui laisse faire ça, mais c'est pas le plus important. On disait, non, mais il réalise des objets chorégraphiques en mouvement dans le champ de l'art visuel qui, en fait, sont des objets chorégraphiques qu'il faut montrer. C'est pas seulement un chorégraphe de ballet. Donc il y a quelque chose qui s'est complexifié dans mon approche aussi. Et au Musée de la Danse, on a fait ce qu'on a présenté à Lille la semaine dernière. On a fait un projet qui s'appelait 20 danseurs pour le XXe siècle, dans lequel Lénio a participé parfois, dans lequel on demandait à différents danseurs ce serait quoi le XXe siècle pour vous, ce serait quoi votre histoire, votre archéologie. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que quand on pose cette question à des danseurs de l'Opéra de Paris, leur XXe siècle, c'était Nureyev. Et moi, au départ, j'étais là, mais Nureyev, mais oui, mais bon, ça c'est néoclassique, ça c'est en fait Nureyev, mais c'est le lac des Cygnes de Nureyev. Mais en fait, je me rendais compte que pour eux, le XXe siècle, le moment où ils ont pleuré d'émotion de la révélation de leur danse contemporaine, c'était Nureyev. Et on peut critiquer, on peut se dire, mais non, quand même, Nureyev, c'est qu'une version du ballet classique qu'on monte encore aujourd'hui à l'Opéra de Paris, qu'on monte pas du tout comme ça au New York City Ballet, qu'on monte pas du tout comme ça au Bolshoi. C'est une construction idéologique de se dire le lac des Cygnes de Nureyev, c'est ça le lac des Cygnes. En fait, et en fait, je me suis rendu compte que c'était passionnant en fait. C'était pas mon histoire, mais c'était passionnant de se dire mais à quel point Nureyev c'est aussi le XXe siècle. Moi, je viens d'une culture où Nureyev n'est pas le XXe siècle. Mais c'est complètement absurde, parce qu'évidemment qu'il vivait au XXe siècle, évidemment qu'il est c'est un produit de la guerre froide, c'est un transfuge de l'Est, c'est plein de choses, Baryshnikov aussi. Donc je suis complètement imprégné de cette histoire-là, mais il y a quelque chose dans ma formation qui me disait, non, mais ça c'est de la danse classique, c'est pas le XXe siècle, c'est le XIXe siècle, alors qu'en fait les techniques classiques elles ont évolué en plus au XXe siècle évidemment. Donc petit à petit, c'est peut-être parce que j'ai 48 ans, c'est peut-être aussi la lecture des ouvrages, des historiens, du travail, fait que la question de qu'est-ce que serait le contemporain, j'avais une définition sûrement très simple, peut-être simpliste justement, mais très claire quand j'avais 15, 16, 17, 18, 20 ans, et puis aujourd'hui je préfère vous écouter que trancher parce que c'est complexe, parce que ce monde contemporain est complexe, et puis qu'on a bien vu que tout d'un coup des danses traditionnelles, des danses folkloriques, des danses pouvaient renouveler complètement la question du contemporain aujourd'hui. J'ai les souvenirs justement de Fou de danse, vous évoquez ça, c'est une sorte de marathon de danse dans l'espace public qu'on a fait à Rennes, mais qu'on a fait aussi à Berlin, à Paris, à Brest. Je me souviens qu'Anne-Theresa de Kersmacher, qui était invitée, le grand moment pour elle de Fou de danse, c'est quand elle a compris et vécu ce que pouvait être la danse traditionnelle bretonne. Et on pourrait se dire, non, mais ça, c'est le folklore breton, la danse traditionnelle, c'est pas... Et en fait, pour elle, tout d'un coup, ces formes circulaires de partage intergénérationnel, où le sol est aussi un vocabulaire très répétitif de danse, l'espèce de transe liée à la danse traditionnelle bretonne, tout d'un coup, ça lui parlait peut-être beaucoup plus que son propre travail ou que mon propre travail, parce que tout d'un coup, elle se branchait sur une esthétique, sur un type de pratique, un type de technique qu'elle ne connaissait pas. Et du coup, là, on est dans le contemporain, mais dans un contemporain qui est complexe, parce que c'est un contemporain qui inclut une forme vivante de danse traditionnelle, qui inclut une forme vivante de danse classique, qui inclut une autre manière de faire du hip-hop. Donc, finalement, on est dans un contemporain qui est complexe, et c'est tant mieux. Avec en plus, par exemple, sur les danses folklore, sur le folklore, tout ce qui est contemporain, c'est de considérer, comme le dit Latifa Labissi, c'est de considérer le lore
et le lore détaché du folk. C'est-à-dire que le geste contemporain tient dans le fait de pouvoir détacher la pratique folklorique du folk qui en est la racine, et que chacun puisse s'en emparer, que ça puisse circuler. Hein. C'était ça qui était aussi dans la saisie contemporaine des matériaux folkloriques. Lénia. Je pensais ce que le mot classique ou le mot contemporain, à quoi ça me fait penser, et surtout ça me fait penser à des organisations de travail et à des institutions. Et donc je pense que c'est important de réfléchir. Ce qui est intéressant dans ce type de formes-là, des formes classiques ou des formes contemporaines, c'est quel type de groupes sociaux, comment ces formes restent vivantes ou pas, qui les entretiennent. Très récemment, donc pour donner un exemple, moi je m'entraîne avec du ballet classique, je fais que ça pour m'entretenir comme danseuse, alors que je n'ai jamais vraiment dansé du répertoire. Et très récemment, j'ai eu l'occasion de travailler à l'Opéra d'Athènes. Donc, c'était la première fois que je travaillais avec un ensemble d'un opéra. Et j'avais beaucoup d'a priori vis-à-vis d'une organisation très hiérarchique, hein, et souvent infantilisante pour les danseurs et les danseuses. Et j'étais tellement étonnée de voir pas seulement la facilité avec laquelle ils ont pu travailler avec mon propre vocabulaire, qui n'est pas du tout de la danse classique, mais aussi profondément porter ce travail, le défendre vis-à-vis de contraintes techniques, parce qu'ils ont dû faire une première sans moi. Donc ça, c'est aussi le classique. Ça veut dire une institution saine, qui permettent à ce que ces danseurs et ces danseuses travaillent de manière collaborative pour entretenir des formes, créer d'alors ou faire de nouvelles expériences avec des chorégraphes nouveaux. Donc la question du classique et du contemporain est beaucoup trop complexe pour pouvoir y répondre d'un geste. Mais elle concerne ou pas? Je me suis jamais. C'est dans les préoccupations ou pas? Je me suis jamais posé la question parce que j'étais une danseuse contemporaine. Mais en tant que chorégraphe, bien sûr que je me pose la question du contemporain. Ça veut dire du renouveau, d'une pression pour le renouveau, ou d'une vraie nouvelle écriture. Et ce n'est pas la même chose, parce qu'autant on peut reprocher à des institutions classiques une pression pour le conservatisme ou pour l'hiérarchisation, mais autant le monde contemporain est aussi attaché à des règles du marché, à de la pression pour du renouveau, qui n'est pas toujours du nouveau. Donc, ce sont des systématismes, ce sont des systèmes ou des contraintes ou des devoirs auxquels on doit répondre et qui contraignent le travail. Donc ça, c'est aussi le contemporain. J'allais dire, pour rebondir sur la question des institutions, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, les grosses institutions classiques sont aussi calibrées pour faire durer les œuvres, en fait, d'une manière qu'aujourd'hui, donc la danse contemporaine et aussi les courants modernes, même si eux se sont posés des questions un petit peu plus tôt, se posent la question de comment conserver les œuvres, en fait. Dans des institutions de type opéra, il y a des systèmes pour ça. Ça ne veut pas dire que tout est conservé du tout. Il y a des processus de sélection aussi du répertoire qui est gardé. Mais par contre, ce système-là, l'institution, là, joue un rôle là où on va se poser la question pour même de très grands chorégraphes du XXe siècle. Merce Cunningham a dissous sa compagnie 2 ans après sa mort, a décidé qu'elle allait être dissoute 2 ans après sa mort. D'autres ont dû batailler pour que la compagnie continue à exister, comme dans le cas de Martha Graham. Et donc, ce qu'on garde, l'histoire est aussi forgée par ce qu'on garde de la chorégraphie. Donc, de ce point de vue-là, les institutions ont une importance très réelle pour les historiens et les historiennes aussi.
Alors, il y a un autre aspect que ce livre permet de saisir, qui m'apparaît dans le chapitre que tu as traduit de Sergueï Konaïev à propos de Petit Pas. Et et pourquoi ? Parce que là, l'histoire de Marius Petipa, elle est revisitée donc à la lumière des particularités historiques des théâtres impériaux russes dans lesquels il a travaillé. C'est-à-dire que, je vais te laisser peut-être le repréciser, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que les recherches qui sont faites par Konaïev sur Petit Pas, elles montrent que partir des œuvres pour saisir le geste chorégraphique de Petit Pas, c'est insuffisant. C'est insuffisant et que il faut au contraire prendre en considération ce qui est en amont et en aval des œuvres réalisées ou des œuvres dont il ne reste trace par la notation Stepanov, et que on ne peut pas se limiter à la lecture des seuls ballets de Petit Pas pour savoir quel était le geste chorégraphique de Petit Pas. Alors je trouve ça intéressant parce que ça nous montre à ce moment-là que cette nouvelle histoire de la danse, elle nous montre aussi que l'histoire de la danse, ça ne peut pas être une sous-catégorie de l'histoire de l'art, au sens où, en tout cas, une sous-catégorie d'une histoire de l'art qui ne privilégierait que la prise en considération des œuvres. Et que le geste chorégraphique s'étend en amont et en aval de l'œuvre elle-même. Et qu'il y a donc une histoire ici qui s'invente, en tout cas que le geste chorégraphique, la considération du geste chorégraphique impose de devoir inventer autrement l'histoire de la danse. Oui, je voudrais peut-être préciser tout de suite que donc Marius Petipa est donc un chorégraphe français qui s'est installé assez jeune à Saint-Pétersbourg, qui est devenu ce qu'on appellerait aujourd'hui le directeur artistique du ballet du théâtre impérial de Saint-Pétersbourg, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de ballet du Mariinsky, et qui en fait est resté dans cette compagnie pendant 50 ans et il y a en fait forgé un répertoire très important qui constitue aujourd'hui la base de ce qu'on appelle le répertoire classique. C'est-à-dire que tous ces ballets que j'ai mentionnés tout à l'heure ont été au moins en partie repris et chorégraphiés par lui. Le Lac des Cygnes avec Lavivanov, mais aussi la Bayadère, Don Quichotte, bien d'autres, Raymonda. Tous ces ballets qu'on a conservés du XIXe siècle quasiment sont passés par les mains de Petit Pas. Parfois en les reprenant, parfois il les reprenait de ses prédécesseurs français, par exemple. Il a emmené des ballets qui ont été créés en France, en Russie, comme Gisèle, et ce sont ces versions-là qu'on a gardées. Pourquoi ? Ce qui est très intéressant dans le travail de Sergueï Konaïev, qui est un chercheur russe, c'est qu'il montre bien que en fait, le système des théâtres impériaux de l'époque a permis cette survie du répertoire. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une pensée du répertoire où on maintenait les œuvres dans la rotation du théâtre, on continuait à les danser régulièrement, les maîtres de ballet les transmettaient à de nouveaux danseurs, et donc ils ne disparaissaient pas de l'affiche aussi rapidement qu'en France ou ailleurs. Et en montrant ça, donc d'une part, on met en perspective cette idée d'un répertoire qui a été constitué au XIXe siècle, puisque donc tout est passé par Petit Pas. Ça veut dire que même les œuvres qui ont à l'origine été créées par d'autres ont été relues par ses yeux. Et en fait, les œuvres des autres chorégraphes du XIXe siècle, dont on a gardé les noms, on n'en a quasiment aucune trace. Mis à part des critiques, des images, des gravures, mais on n'a plus la chorégraphie. Donc, par exemple, dire que Marius Petipa était le meilleur chorégraphe du XIXe siècle, c'est impossible en fait. C'est-à-dire on n'a pas de point de comparaison. On a le répertoire qu'il nous a légué. Et donc c'est important de considérer ça. C'est-à-dire comment on est arrivé à ce répertoire. Est-ce que ce répertoire devient après aussi ? Parce que comme Boris le disait très bien tout à l'heure, le Lac des Cygnes qu'on voit par exemple à l'Opéra de Paris, c'est le Lac des Cygnes tel que l'a relu Rudolf Nureyev après être passé à l'Ouest, après avoir quitté la Russie soviétique. Il en a donné plusieurs versions. Sa dernière version pour l'Opéra de Paris date des années 1980. Et c'est le seul Lac des Cygnes présenté aujourd'hui par l'Opéra de Paris. De la même manière que dans des autres compagnies internationales, on va avoir d'autres relectures. En Russie, à Moscou par exemple, on va avoir la version de Yuri Grigorovitch, qui a été le directeur artistique du Bolchoï pendant 30 ans, pendant toute la fin de la période soviétique.
Et ces différences-là sont très très importantes parce qu'en fait, les similitudes entre le lac des Cygnes du Bolchoï et le lac des Cygnes de Paris sont évidemment importantes. Il y a des scènes qu'on a conservées ou qui sont proches, mais en réalité, les variations chorégraphiques sont plus importantes que les similitudes, dans beaucoup de cas. Surtout avec Grigorovitch, en l'occurrence, qui a dévié du texte de certaines scènes de manière encore plus importante que beaucoup d'autres metteurs en scène de ballet. Donc derrière des termes comme on a l'impression que le lac des Cygnes ou Casse-Noisette est un cas encore plus extrême parce qu'en plus on l'attribue à Petipa, mais en réalité il était malade au moment de la création. C'est pas du tout lui qui a chorégraphié Casse-Noisette, d'après les dernières recherches justement historiques qu'on a dans ce domaine. Et comme on a gardé peu de choses, Casse-Noisette a été relu de manière encore plus radicale par tous les chorégraphes. Donc pour revenir à Nureyev, le Casse-Noisette de Nureyev est une création 100% de Nureyev. Là où son lac des Cygnes, et je ne peux pas donner un pourcentage parce que je ne veux pas trop m'avancer, mais a un pourcentage de Petipa et de Lavivanov dans le ballet. Donc derrière ces termes-là, derrière ces ballets, ne se cachent pas des monolithes en fait. Enfin, on a l'impression que le lac des Cygnes, c'est le lac des Cygnes, qu'il y a un lac des Cygnes qui date du 19e siècle et qui est fixe. Non seulement ce n'est pas le cas, mais les archives qui ont été constituées à l'époque et qu'on a redécouvertes pour certaines, ont permis, depuis une vingtaine d'années, d'essayer de revenir à la source. Ça, c'est un mouvement qu'on connaît encore relativement peu en France, parce qu'il a peu de gens s'en sont saisis, peu de compagnies s'en sont saisies. Mais à partir de 1999-2000, une série de spécialistes et de chorégraphes sont retournés vers des notations qu'on appelle les notations Stepanov, qui sont des notations du répertoire de Petipa qui datent de juste après sa mort, du tout début du XXe siècle. Pardon. Ces notations, donc... Exactement. Alors que Petipa se méfiait des notations, donc c'est assez drôle, effectivement. Lui n'aimait pas les notations, mais malgré tout, ça a permis des choses assez intéressantes. Donc ces notations sont réalisées par un maître de ballet de l'époque, qui ensuite quitte la Russie au moment de la Révolution russe, emmène ces notations en Europe de l'Ouest, va pendant un moment s'établir à Londres. Donc ça veut dire que certaines des versions britanniques sont basées sur ces notations qu'il remonte. Et ensuite, on les oublie un peu parce qu'elles sont dans les collections de l'université. Elles atterrissent dans les collections de l'université d'Harvard. Et pendant une trentaine d'années, on n'en entend plus vraiment parler. 30-40 ans même facilement. Jusqu'à ce que donc elles soient redécouvertes et que des spécialistes réalisent qu'en fait, si on revient à ce système de notation, on peut essayer de remonter les ballets de l'époque dans une forme proche de celle sous laquelle Petipa les a imaginés. Donc des spécialistes comme notamment Sergei Vikarev, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, donc qui travaillait à Saint-Pétersbourg pour le Mariinsky, comme Alexei Ratmansky, qui est aussi chorégraphe, Doug Fullington, se sont emparés de ces notations pour donner ce qu'ils ont appelé donc des reconstructions de ces ballets les plus fidèles possibles à Petipa. Et en fait, ce sont des révélations, vraiment, ces versions. C'est-à-dire que, évidemment, qu'elles ne sont pas destinées à être dansées par toutes les compagnies. Chaque compagnie a sa tradition. Il y a eu des évolutions esthétiques. Mais quand on les voit, on apprend tellement de choses de ces ballets qu'on ne savait pas du tout. On imagine connaître le lac des Cygnes en voyant les autres versions. Quand on voit la reconstruction d'Alexei Ratmansky, qui a été donnée à l'origine pour le ballet de Zurich, qui va être reprise là aux États-Unis cette saison. Quand on la voit, on réalise qu'en fait, non, pas du tout. Enfin, il y a des scènes entières qui sont complètement différentes et qui changent aussi le sens narratif de ces œuvres. Ce qu'on comprend de ce qui se passe narrativement a été transformé par les chorégraphes et les metteurs en scène du XXe siècle. Voilà, je n'en dis peut-être pas plus parce que peut-être que ça veut dire qu'il y a une instabilité ontologique quand même. Complètement. Les ballets sont des œuvres trouées. Voilà. Bon, eh bien, je pense que si c'est à vous, là, maintenant, si quelqu'un veut intervenir pour compléter, dire quelque chose, poser une question. Oui. Je vais me permettre de répéter la question ou l'enregistrement. Je vais parler fort, il n'y a pas de souci. Non, c'est parce que c'est filmé, en fait, pardon. Juste une question de néophyte, mais complète, complète, une question bête à vrai dire. Moi j'avais l'impression que la mémoire des œuvres était carrément sanctifiée dans des institutions, la BNF pour les livres,
la SACEM pour la musique, voilà. Mais je me disais que finalement, pour tout ce qui est chorégraphique, j'imaginais pas du tout qu'il y ait cette absence et cette perte éventuelle de mémoire, d'héritage. Alors, ça permet effectivement des tas d'autres choses, mais vraiment, je découvre ça. Et ce que vous dites, ce que vous avez dit en dernier, là, cette redécouverte, c'est aussi tellement important de voir les différences de travail des uns, des autres, d'interprétation, de choses comme ça, que c'est d'une richesse extraordinaire. Et là, on n'est qu'au début des découvertes, d'après ce que j'ai compris. On va encore découvrir des tas de choses. Alors, il y a aussi une autre chose, pardon, c'est qu'en tant que citoyenne, je me dis que les opéras, les institutions, les musées, les centres chorégraphiques, c'est très bien. C'est très bien, ça nous permet effectivement, sur des lieux qui bénéficient d'un financement public, de pouvoir avoir des danseurs, des créateurs, voilà. Qu'en est-il des compagnies ? Vous parliez des compagnies, des grosses compagnies, et Béjart, et Pina Bausch, etc. Mais qu'en est-il des compagnies qui meurent ? Qu'en est-il du travail de tous ces gens-là qui meurent, qui s'oublient ? Il doit y avoir de vastes cimetières dans la danse contemporaine. C'est oui. Je veux dire sur le fait qu'il reste effectivement beaucoup de choses à découvrir, c'est vrai. Par exemple, là tout récemment, j'ai entendu parler d'un projet de retour à d'autres notations du 19e siècle, qui sont les notations d'Henri Justamant, qui sont des notations qui prédatent Petit Pas, ce qui permettrait de penser ce que faisaient d'autres chorégraphes avant Petit Pas ou à la même époque que Petit Pas. Et oui, c'est un champ énorme. La complexité de la chose, c'est que ça demande beaucoup de moyens de remonter des œuvres, par exemple, ou de faire ce travail de recherche, de mise dans les corps de notation, d'images. Et toutes les compagnies, logiquement, ne choisissent pas de mettre leurs ressources dans ce travail-là. Parce qu'en plus, ce sont des ballets, souvent, quand on parle là, du 19e siècle, qui demandent des distributions très importantes, des moyens que parfois on préfère mettre vers la création. Et c'est une tension perpétuelle dans les compagnies qui ont un répertoire entre le répertoire et la création. Est-ce qu'on va investir dans un renouveau du répertoire, une manière de repenser le répertoire ? Est-ce que finalement on préfère figer un petit peu le répertoire et considérer que, bon, par exemple, comme à l'opéra, on a le répertoire de Rudolf Nureyev, donc finalement, pourquoi essayer de repenser le Lac des Cygnes ? C'est certes une question valide. Il y a des choix institutionnels, en fait, derrière. Voilà. Je vais peut-être laisser Boris répondre. En tout cas, à l'Opéra de Paris, quand j'ai fait le projet 20 danseurs pour le XXe siècle à l'Opéra de Paris, je me disais, c'est bien, on va pouvoir... on demande aux danseurs, on va puiser dans le répertoire de l'Opéra de Paris, puisqu'il y a un répertoire. Donc je disais, dans le répertoire, on regarde la liste du répertoire, il y a du Bagouet, il y a du Trisha Brown, ça. Mais en fait, on était face à des gens qui disaient, ah non, mais nous, on n'était pas là, on ne sait pas. Et en fait, il y a une sélection du répertoire. Et c'est une sélection parfois, donc on pourrait se dire, tiens, c'est l'Opéra de Paris qui est en charge du répertoire, de l'histoire. Mais en fait, c'est une certaine idée du répertoire. Par exemple, pour les œuvres de Nijinsky, ça a un peu changé. Mais l'après-midi d'un faune, c'était la version... En fait, on croyait que c'était la version de l'IFAR, mais en fait, c'était une version où, à partir de photos, on a recréé ce qu'on avait complètement oublié de la version de l'IFAR. Et on ne voulait surtout pas regarder les partitions qui ont été traduites justement en Stepanov de Nijinsky, parce que ça remettait en cause complètement la manière de danser le prélude à l'après-midi d'un faune de l'opéra. Donc en fait, à chaque fois qu'on dit répertoire, on dit une certaine manière de considérer l'histoire. Et à l'Opéra de Paris, il y a une certaine manière, et même il y a plusieurs manières aujourd'hui, mais les différents ballets ont différentes manières. Et puis, il y a un travail qui est fait dans ces institutions-là, mais il y a aussi un travail sur l'histoire, sur la notation, qui est fait dans des compagnies contemporaines. Donc moi, j'ai eu la chance de travailler, par exemple, avec un groupe qui s'appelait le Quatuor Knust, qui était un groupe de notateurs et de chercheurs, où on a travaillé d'après partition. Donc on n'était pas du tout l'Opéra de Paris, on n'était pas un centre de chorégraphie nationale, c'est des indépendants, mais qui ont fait un travail assez fouillé sur des notations qui allaient de Doris Humphrey à Nijinsky, d'Yvonne Rainer, donc la postmodernité américaine, donc qui était comme ça très
très large. Et le travail sur partition, moi, m'a vraiment changé la manière de travailler entre un chorégraphe et des danseurs. Parce que tout d'un coup, il n'y a pas un chorégraphe et des danseurs, il y a des partitions et on tourne autour, c'est comme une ruche, hein, on tourne autour des partitions et chacun a son mot à dire et chacun a un travail à faire. Et du coup, tout d'un coup, les relations de pouvoir sont différentes, les relations et c'est très riche. Donc il y a vraiment un travail encore aujourd'hui très riche à faire, mais on pourrait dire, mais en musique, vous parliez je sais pas, de la SACEM ou de la BNF, on pourrait dire, mais en musique, c'est clair, il y a des partitions, tout le monde travaille sur partitions. En fait, non. On voit bien les querelles qu'il y a eu entre les musiciens dits baroques, les musiciens dits classiques. Est-ce qu'on joue sur corde boyau, est-ce qu'on joue sur corde acier et on pourrait penser qu'en art visuel, c'est plus clair. Le Louvre, c'est le Louvre, mais la manière dont la Joconde est présentée aujourd'hui n'est pas du tout la manière dont la Joconde était présentée ailleurs. Comment on accède à la Joconde avec les vitres blindées, avec les hordes donc on n'accède pas à la Joconde de la même manière aujourd'hui qu'à l'époque. Le Louvre, on a l'impression que le Louvre est intemporel, mais aujourd'hui c'est le Louvre à Abu Dhabi, aujourd'hui c'est le Louvre Lens. Aujourd'hui, donc l'idée même du Louvre a évolué, donc on croit que c'est figé, et en fait rien n'est figé, même ce qu'on imagine figé, et encore plus en danse, parce qu'effectivement en danse, les œuvres sont trouées. Il y a des ouvrages incroyables sur la notion d'œuvre en or, notamment Frédéric Pouillot a fait un magnifique ouvrage sur le désœuvrement chorégraphique, sur le fait que les œuvres en danse c'est un statut très complexe, et c'est passionnant en fait. C'est que l'écriture est matinée du corps des interprètes eux-mêmes. Le corps des interprètes fait bifurquer l'écriture chorégraphique, donc il y a une hybridation entre ce qu'on imagine être l'écriture, l'œuvre, la chorégraphie, le dessin, et puis ce qui se passe en temps réel chaque soir, parce que les corps respirent, bougent, transpirent, glissent, sont habités par l'époque qu'ils transportent. Et du coup, la notion d'œuvre, de contemporain, de classique, tout ça, est une notion en perpétuel mouvement, mais ça c'est fantastique. Et vous parliez du cimetière, vous aviez peur du cimetière contemporain, c'est vrai, mais on est aussi dans une époque où on n'a jamais autant archivé par la vidéo. On ouvre YouTube. YouTube, c'est un musée de la danse énorme. Donc il y a beaucoup de pertes, c'est vrai, mais on est à une époque où on n'a jamais autant gardé. Et on n'a jamais autant expérimenté, on n'a jamais autant gardé. Donc il y a des choses qui se perdent, mais c'est parfois ça se perd aussi parce que le chorégraphe décide qu'après sa mort, les choses ne seront pas remontées, ou qu'après sa mort, mais on est quand même plutôt dans un moment où il y a un accès comme ça aux différentes versions, un accès aux archives visuelles. On est plutôt dans un moment où on sauve des choses de l'oubli plutôt que l'inverse, même si on est dans une pléthore d'actions et qu'il y a des choses qui vont être oubliées, non pas parce qu'on n'y a plus accès, mais parce qu'elles se perdent, parce qu'on est face à des réseaux sociaux, à des bibliothèques Internet qui font qu'on ne prend pas le temps d'accéder et de chercher, mais il y a quand même un accès incroyable à ce qui fait histoire en danse aujourd'hui. J'allais dire, sur ce cimetière des compagnies, c'est vraiment un champ de recherche très actif en fait pour beaucoup d'historiens et d'historiennes. Par exemple, il y a toute une réflexion, je pense notamment au travail d'Hélène Marquier qui a écrit un des chapitres du livre sur le début du XXe siècle. Et cette idée qui a eu cours pendant très très longtemps, qu'en fait il y a eu un déclin de la danse en France à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, jusqu'à l'arrivée des ballets russes qui d'un seul coup font revivre la danse en France. Et ces travaux ont montré, donc par un travail d'archives, qu'en fait non, il y avait beaucoup de chorégraphes qui travaillaient à l'époque, beaucoup de femmes chorégraphes notamment, alors même que justement on ne les retient pas en fait dans l'histoire, qu'il y avait donc beaucoup de femmes qui travaillaient, qui parfois même faisaient des œuvres dont, d'après le peu qu'on a gardé des images, des traces, on se rend compte qu'elles préfiguraient certaines créations des ballets russes en fait. Donc cette idée d'une rupture même au niveau des ballets russes n'est pas forcément du tout évidente. Et aussi par la recherche sur les compagnies de province dans le cas français, parce que l'histoire de la danse telle qu'elle a été racontée est très centrée sur Paris. Parce qu'on allait plus facilement vers les archives à Paris, les archives de l'opéra, etc. Et en fait, il y a plein de compagnies régionales qui ont eu une importance vraiment significative à certaines époques et dont on a vraiment oublié le travail, qui n'a pas été conservé. Tout ça,
c'est une manière de relire l'histoire, les récits tels qu'ils nous ont été transmis pour essayer de les complexifier, même si on ne peut pas retrouver nécessairement les œuvres en question. Puis il y a des facteurs sociaux tout simples sur la conservation des œuvres, par exemple, même sur des époques relativement proches de la nôtre. Des chorégraphes qui, par exemple, meurent relativement jeunes et dont les ayants droit ne sont pas intéressés par le fait de promouvoir leur œuvre, parce que ce sont les ayants droit, dans ce cas-là, qui récupèrent les droits intellectuels, les droits de propriété. Dans ce cas-là, par exemple, l'œuvre parfois va mourir par comparaison avec des chorégraphes qui ont planifié leur succession, qui vont créer des fondations, qui vont créer des structures, qui ensuite vont envoyer des maîtres de ballet ou des répétiteurs pour remonter des œuvres. Là, il y a une vraie différence qui, en fait, ne tient pas nécessairement, parfois oui, mais parfois non, à une idée de qualité de l'œuvre, en fait. On a perdu des œuvres qui probablement étaient genre d'une facture exceptionnelle parce qu'il n'y a pas eu d'effort de conservation qui permettait, tant que les anciens danseurs, tant que les gens qui avaient vu et vécu, surtout dans leur corps, ces œuvres, en gros, tant que ces gens étaient encore vivants, on n'a pas conservé les œuvres concernées. Voilà, désolé, j'étais un peu long. Merci Laura. Est-ce qu'il y a une autre intervention ? Oui. Désolé de vous faire déplacer, mais c'est quand même mieux. Merci. Alors moi aussi, je suis une modeste spectatrice, mais par rapport à ces trous, justement, dans l'histoire de la danse, je me dis c'est peut-être ça qui est intéressant aussi, parce que c'est un langage du corps, et moi, en tant que spectatrice, je trouve que ces 40 dernières années, la danse contemporaine m'a plus parlé, alors qu'après, même si il y a aussi de la danse où on parle aujourd'hui, mais par rapport au théâtre ou à d'autres formes d'art contemporain qui, bien sûr, elles aussi, ça a été dit, ne sont pas figées. Mais moi, ces dernières décennies, voilà, j'ai beaucoup plus été bousculée, dérangée, et j'ai l'impression que la danse contemporaine a aussi bousculé les autres arts. Je pense au théâtre notamment, qui est plus pareil, je pense, aujourd'hui, grâce à la danse contemporaine, à mon humble avis. Je pense aussi aux arts plastiques avec les performances où il y a une porosité vraiment incroyable aujourd'hui. Et en ce sens-là, moi, qui n'a pas eu une grande culture artiste, qui n'en est pas eu du tout d'ailleurs au départ, mais je pense que c'est vraiment la danse d'Alain Buffard que j'ai eu de la chance de voir à Valenciennes, parce qu'on a aussi une scène nationale, mais aussi l'espace Pasolini, qui nous a permis quand on est un petit citoyen là au milieu de la province française, avoir eu la chance de rencontrer des artistes immenses qui nous ont apporté des langages, voilà, moi, qui m'ont vraiment ouvert des horizons immenses, quoi, jusqu'à Boris Charmatz, etc., etc. Alors merci à la culture, aux espaces qui existent à Valenciennes et qui ne sont pas toujours bien... Jamais assez. Quelqu'un d'autre va intervenir ? Moi, je pensais... je pense que la question du répertoire est aussi une question économique. Et on ne peut pas ne pas constater que dans ces dernières années, il y a de moins en moins... Vous avez parlé du collectif, il y a de moins en moins les moyens pour qu'il y ait des compagnies de danse contemporaine. Donc la question du répertoire en danse contemporaine... pour préserver des œuvres et faire circuler des œuvres qui ont été créées
alors et pas aujourd'hui. Il faut, si ce n'est pas des institutions, il faut des processus qui permettent à ce que ces œuvres soient remontées, circulées, vues, etc. Et moi, j'ai envie de dire que j'espère, je souhaite, enfin, je défends le droit des danses contemporaines à des structures, que ce soit des institutions ou pas, qui permettent à ce travail, à ce que ce travail soit fait. Et je pense qu'on n'en est pas encore là. Et que nous, le professionnel de cet art-là, on a beaucoup de travail de notre côté pour le faire. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, l'écriture Lab Annotation, qui est qu'une des écritures qui existent pour noter de la danse, n'est pas enseignée au conservatoire. Ou est peu enseignée au conservatoire. Pourtant, l'outil de l'écriture et de la lecture, que ce soit de la Lab Annotation ou autre, est une chance énorme pour pouvoir juste approcher le mouvement d'un autre point de vue que le visuel ou l'incorporation. Donc, la danse étant un art extrêmement complexe, il nous faut multiplier les outils, les institutions, les processus, les gens, les moyens pour que cet art puisse redevenir un événement culturel important. Pour qu'on j'ai pas envie de finir avec une note mélancolique, mais pour qu'on soit vraiment au dîner, un dimanche soir, et que les gens parlent des spectacles de danse, et pas que des séries. Oh. Série sur la danse, mais... Ah oui, c'est vrai. Alors, on va terminer là. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous invite donc demain soir à venir voir la pièce de Lenio Caclea, qui est moi je l'ai vue cette semaine. C'est magnifique. Il faut absolument la voir, avec le formidable Orlando Bass qui fait une prestation extraordinaire aussi. Et puis d'aller somnoler avec Boris dans les 3 jours qui arrivent à Pasolini, où ça risque d'être intéressant d'aller somnoler dans cet endroit où on est dans une grande proximité avec le plateau. Voilà. Et bonne soirée, bonne fin de soirée. Merci à tous.